Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien dans ce climat de plus en plus anxiogène que veulent créer nos dirigeants, les dirigeants européens et surtout les dirigeants français. Je viens d'apprendre qu'on veut nous distribuer d'ici l'été prochain un petit carnet à utiliser en cas de grave crise, voire de guerre. C'est assez incroyable. On nous refait le même coup que pendant le coronavirus, si ce n'est en pire certainement. D'ailleurs, ça fait tout juste 5 ans. Voilà, on veut nous faire peur, nous faire culpabiliser, utiliser bien sûr notre épargne, nous mettre à contribution encore une fois pour financer l'effort de guerre ou je ne sais quoi. C'est évidemment extrêmement dangereux. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Parfois on me dit oui mais vous êtes pessimiste, vous faites peur. Non, pas du tout. Je laisse ça aux dirigeants français, ils savent très bien le faire. Moi je suis de nature optimiste, mais je me dois avant tout de vous dire la vérité. Et justement, je vais vous dire la vérité, mais je vais également vous montrer dans cette vidéo comment nous pouvons nous en sortir. Comment oui, nous pouvons sortir de cette crise. C'est le titre. La France et l'Europe s'effondrent. Malheureusement, on va voir tout à l'heure, c'est assez dramatique. Comment sortir de la crise? D'ailleurs, ça sera la question de la semaine. Comment on peut encore sauver l'économie française? C'est encore possible, de plus en plus difficile, vu les catastrophes que créent nos dirigeants depuis déjà des années, mais là, c'est en train de s'aggraver. Mais néanmoins, c'est encore possible. Il y aura également, on terminera comme d'habitude avec une bonne nouvelle, c'est dur à trouver, mais là aussi, elle sera liée à cette sortie de crise. Et puis, bien sûr, on va commencer par cela, sur cette dégradation de la note de la France qui n'a toujours pas eu lieu, et c'est assez incroyable parce que Fitch nous dit on voulait le faire mais finalement on ne l'a pas fait. On verra également justement l'ampleur des dégâts sur les déficits publics, sur la dette publique, et donc on commence tout de suite, le programme est chargé, vous l'avez compris, donc avec ce communiqué de Fitch. C'est assez incroyable. Il nous avait déjà fait le coup au mois d'octobre dernier. Alors voilà, encore une fois, c'est vraiment tiré du site donc, de Fitch, donc l'agence de notation. Regardez bien, le modèle de notation souveraine, voilà donc le SRM, donc de Fitch, attribue à la France un score, donc une note entre guillemets, équivalent justement à une note de A+. Je rappelle qu'on est double A-, donc on aurait dû normalement avoir un A+. Mais, voilà, c'est ça qui est fou, conformément à ces critères de notation, le comité de notation souveraine de Fitch a décidé de ne pas retenir la note indiquée par le modèle. C'est quand même assez incroyable. Alors pour des raisons un peu bizarres, la production donc, du modèle a migré vers A+, ok, mais il s'agit selon nous d'une détérioration potentiellement temporaire ou insoutenable. Ça ne veut pas durer. Comment peuvent-ils le savoir? C'est assez incroyable. Donc c'est assez rare de voir qu'une agence de notation dit finalement on devait dégrader, puis on ne l'a quand même pas fait. Ça fait 2 fois de suite que ça arrive. Donc ils ont quand même gardé le AA- avec évidemment perspective négative. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que quand on regarde le détail du communiqué, Fitch donne tous les arguments pour justement dégrader la note de la France. Alors, pour les puristes, je vous ai mis effectivement donc le communiqué de presse en anglais donc sur le site. Voilà l'adresse, on peut faire un petit copie d'écran et puis y aller si ça vous intéresse, ou bien voir le détail en anglais. Donc moi, je vous ai fait la traduction évidemment. Alors voilà, c'est complètement fou puisque Fitch nous dit, il est quand même conscient, il fait un peu comme nous, il voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc il nous dit que la dette publique française va encore se dégrader, bien plus que ce qui était prévu précédemment, pour atteindre 120% d'ici la fin 2028. Donc c'est-à-dire le second niveau le plus élevé de tous les pays AA et plus du double de la médiane des pays AA. Donc ça veut dire, en fait, on ne devrait pas être AA, mais on l'est quand même. Alors après, ça continue. Et là, je ne sais pas comment ils font, parce qu'ils anticipent de nouvelles élections législatives au second semestre 2025. Alors, malgré tout cela, ils nous disent non, mais on fait quand même confiance pour réduire le déficit. Ça paraît quand même, encore une fois, très problématique. Alors, pompon, j'ai envie de dire cerise sur le gâteau, voilà, prévisions de croissance, elles sont révisées donc à la baisse par Fitch, et assez fortement, puisqu'ils passent de 1,2% de leur précédente estimation, donc pour 2025, à 0,6%. Je rappelle que nous, on est à 0,5%, donc ils se calent un petit peu sur nos prévisions. Ils doivent être abonnés à notre chaîne YouTube, certainement. Et parallèlement, pour 2026, ils passent de 1,3 à 0,9%. C'est évidemment assez incroyable. Et malgré cela, ils nous disent non, on ne dégrade pas, on fait confiance sur la réduction du déficit. Encore une fois, ce n'est pas sérieux, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement fou. On se croirait dans un cauchemar, si vous voulez, sachant que, évidemment, que la note de la France doit être dégradée. Alors d'ailleurs, les marchés ne sont pas dupes. Quand on voit l'évolution du taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique, alors c'est vrai qu'il était monté à 3,6% donc, la semaine dernière, là il a rebaissé un petit peu, mais il est quand même toujours au-dessus des 3,5%. Je rappelle que c'est quand même des plus hauts depuis novembre 2011. Une situation, donc c'était la crise grecque, la crise de la zone euro à l'époque. Donc on voit bien que là aussi, malgré la non-dégradation, on a bien compris que ce n'était pas crédible et que finalement on allait avoir cette dégradation. Mais le problème, c'est que cette augmentation des taux d'intérêt
coûte cher, évidemment à l'État, à l'ensemble également de l'économie. Et donc, voici les prévisions, je dirais, qu'on peut établir aujourd'hui sur la charge d'intérêt de la dette. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, elle était autour des 30 milliards, 20 à 30 milliards d'euros. Là, on est monté en 2024 à 60 milliards d'euros. Cette année, on sera à 70 milliards d'euros. Et encore une fois, de charge d'intérêt de la dette, de l'argent complètement fichu par les fenêtres. Évidemment, il y en a qui en profitent, ce sont ceux qui ont acheté cette dette publique. Évidemment. Donc ils y ont cru, tant mieux pour eux, puisqu'ils récupèrent cette dette. Je ne parle même pas des obligations indexées sur l'inflation. Là aussi, donc tant mieux pour eux. Merci d'avoir aidé la France, mais globalement, aujourd'hui, ça nous coûte extrêmement cher. Encore une fois, je me souviens de tous ces économistes qui disent encore aujourd'hui, non, mais la dette, on s'en fiche complètement, ça ne coûte rien, etc. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Je l'ai vécu plusieurs fois. On voit où nous en sommes aujourd'hui. Donc, 70 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette dès cette année en 2025, certainement 90 milliards d'euros en 2027 et au moins 100 milliards d'euros par an, encore une fois, d'ici 2030. C'est-à-dire exactement ce qu'on veut mettre sur le budget de la défense. Mais voilà, si on avait justement un budget crédible, des dirigeants français crédibles, eh bien on n'aurait pas cette augmentation des taux d'intérêt et donc on n'aurait pas besoin de dépenser autant sur la charge d'intérêt de la dette. On pourrait justement consacrer cet argent à d'autres choses. Alors certains pensent à la défense, d'accord, mais également les hôpitaux ou autres. Donc tout le problème aujourd'hui est là, c'est que nous sommes en train de payer justement les affres du Covid, la mauvaise gestion du Covid. Encore une fois, à l'époque, je suis intervenu plusieurs fois auprès de Bruno Le Maire et d'autres personnes pour dire « faut arrêter cela ». Mais non, ils ont continué jusqu'en 2022, la planche à billets, etc., le quoi qu'il en coûte. Et maintenant, ça nous coûte extrêmement cher. Et ça, effectivement, comme vous le savez, on était parmi les rares à le dire à l'époque. Et encore aujourd'hui, on ne veut même pas voir cette réalité. Sauf que, évidemment, d'autres pays européens ont fait des efforts, sauf nous. La France est ainsi devenue, regardez bien, le cancre de l'Europe. Là, on a le déficit public, donc pour les pays de la zone euro, la France, c'est le pays où il y a le plus fort déficit public, 6,3% de notre PIB. C'est les chiffres du troisième trimestre 2024. On n'a pas encore ceux du quatrième trimestre. On les aura donc très bientôt, fin de semaine prochaine. Donc on en parlera d'ici une dizaine de jours, 10-15 jours. Et parallèlement, on voit que d'autres pays, évidemment, même l'Italie, vous voyez, a réduit son déficit à 2,3% du PIB. Je ne parle même pas des pays où il y a des excédents publics, l'Irlande, Chypre, le Portugal, même la Grèce. Vous voyez, encore une fois, ce n'est pas sérieux. Ce que font nos dirigeants est extrêmement dangereux. Parallèlement, d'ailleurs on parlait de la zone euro, eh bien la France c'est le pays qui a le moins respecté justement son engagement de déficit public. Regardez bien, sur les 26 années donc, de création de la zone euro, donc de 1999 à 2024-2025, donc on n'a pas encore les chiffres de 2025, mais d'ores et déjà, pendant 20 ans, je dis bien 20 ans sur 26, la France n'a pas respecté le critère de déficit public. Ça veut dire qu'elle a eu un déficit public qui était soit égal ou supérieur à 3%. Il n'y a eu que 6 années où on était en dessous des 3%. Vous vous rendez compte ? Même la Grèce n'a pas fait aussi mal, même le Portugal, même l'Espagne, etc. Donc des pays qu'on appelait du Club Med, vous vous souvenez ? Non, aujourd'hui, la France est le cancre de l'Europe et on ne fait rien pour arranger la situation. D'ailleurs, depuis le Covid, encore une fois, parce qu'on est en train de célébrer les 5 ans, un triste anniversaire évidemment, eh bien, quel est le pays où la dette publique, le ratio de dette publique par rapport au PIB a le plus augmenté ? Regardez bien, c'est aussi la France, ex aequo avec la Finlande, 16 points de PIB d'augmentation de notre dette publique juste depuis 2020, et que d'autres pays, au contraire, l'ont réduit, malgré le corona, etc. D'autres pays ont faiblement augmenté, malgré le corona. Donc encore une fois, on voit bien que cette gestion a été calamiteuse, si bien qu'aujourd'hui, la France, en termes donc de dette publique par rapport au PIB, elle est 3e de l'Union européenne. Numéro 1, c'est toujours la Grèce, 158% du PIB. Numéro 2, l'Italie, 136%. Et la France, 114%. On sera bientôt à 120%, alors que l'Italie va baisser justement vers les 120%. Donc on va être numéro 2. On va dépasser l'Italie en termes de dette publique par rapport au PIB. Voilà le drame aujourd'hui de la France. Et si on regarde sur longue période, ça veut dire justement depuis la création de la zone euro, alors là c'est encore pire, le ratio dette publique par rapport au PIB de la France a augmenté de 55 points. La France, encore une fois, est le pays où ce ratio a le plus augmenté. Vous voyez que l'Espagne, seulement, entre guillemets, 50 points, c'est beaucoup aussi, mais la Grèce, 48 points. Nous, 55 points. Vous vous rendez compte ? Franchement, c'est une honte, disons-le. Et nous, on veut encore continuer. Nous, des gens disent oui, on va continuer. On dit non, mais les dépenses militaires, on ne va pas les mettre dans les chiffres. Oui, mais ils seront là. Ça sera quand même du déficit, ça sera quand même de la dette. Vous voyez, c'est complètement dramatique ce que nous sommes en train de vivre et malheureusement, personne n'en parle. Alors, ce qui est dramatique, personne à part nous évidemment, mais ce qui est dramatique, c'est que
on aurait pu, a priori, réduire effectivement ces déficits, puisqu'on n'a pas arrêté d'augmenter les impôts. J'entendais encore certains, notamment l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, dire « Ah mais moi j'ai baissé les impôts ». Ah bon? Tiens, voyons voir. Non, les impôts, les taxes ont continué d'augmenter en France. Regardez bien, par rapport à la fin 2020, voilà, ça a augmenté de 212 milliards d'euros. On aurait pu remonter à 2017, mais ça a continué d'augmenter. Regardez bien, nous avons aujourd'hui, c'est les derniers chiffres, donc au troisième trimestre 2024, 1304 milliards d'euros d'impôts, taxes et cotisations sociales. 1304 milliards. Et on dit que non, il n'y a pas assez d'impôts en France. Nous sommes numéro 1 évidemment des impôts, comme vous le savez, c'est ça qui est dramatique. Alors comment ça se répartit? Vous voyez, je sais le chiffre de l'INSEE, tout à fait officiel, ça aussi on n'en parle pas. Cotisation sociale, 471 milliards, donc une augmentation de 90 milliards d'euros quand même depuis 2020. La TVA, 207 milliards. Impôts sur la production et les importations hors TVA, donc 244 milliards. Impôts sur le revenu et le patrimoine, 360 milliards. Vous voyez qu'on est quand même largement taxé aujourd'hui en France. Et puis si on regarde les autres recettes de l'État, au total, on a des recettes publiques de 1487 milliards d'euros. Et malgré cela, on a continué d'augmenter nos déficits. Ça veut dire qu'évidemment, les dépenses ont plus augmenté que les recettes. Et le drame, c'est que plus ce poids des prélèvements obligatoires augmente par rapport à notre PIB, plus la croissance s'effondre. Vous voyez, il n'y a pas de secret, là on a le ratio, donc prélèvements obligatoires par rapport à notre PIB, à notre richesse, donc l'ensemble des impôts et des taxes, c'est la courbe rouge, vous voyez, c'est encore 30% dans les années 60, là on est à 47%, dernier chiffre officiel, donc harmonisé par Eurostat, et si on regarde dans le même temps, plus la courbe rouge augmentait, plus la courbe bleue, c'est-à-dire la croissance structurelle de notre économie, était en train de baisser. On est aujourd'hui autour des 0,9% de croissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la calamité, donc par rapport aux solutions, on comprend bien, plus effectivement j'augmente mes impôts, plus la croissance baisse, donc si on veut que ça s'inverse, d'ailleurs c'est ce qu'ont fait beaucoup de pays dans le monde, mais il faut baisser ces impôts et taxes, c'est la seule solution. Le problème c'est qu'on ne veut pas le faire, pourquoi? On n'a pas le courage, mais surtout on ne veut pas baisser les dépenses publiques, du moins on, quand je dis on, c'est pas nous, ce sont évidemment les dirigeants français. J'ai déjà montré ce tableau il y a la semaine dernière, mais globalement c'est vrai quand on voit l'évolution de ces dépenses publiques et surtout les dépenses de fonctionnement, vous voyez, 537,2 milliards d'euros, quasiment 92 milliards d'augmentation depuis la fin 2020, donc ça fait 20,6% d'augmentation. Alors que si je regarde toutes les prestations et transferts sociaux, ça a augmenté de 10,1%, du simple au double, c'est-à-dire que les dépenses de fonctionnement ont augmenté 2 fois plus vite que les transferts sociaux. Vous voyez, parce qu'on dit oui, c'est du social, etc. On ne pouvait pas faire autrement. Si, ça, sur les dépenses de fonctionnement, on aurait pu faire autrement, mais il y a eu un choix politique de continuer d'augmenter cette dépense publique, avec donc, ça c'est les chiffres du troisième trimestre 2024, 1661 milliards d'euros de dépenses publiques. Et donc le drame, c'est que ça fait longtemps que ça dure, parce qu'encore une fois, cette dépense ne cesse d'augmenter, mais elle ne génère pas de croissance. Regardez ces chiffres depuis les années 80. Ah oui, ça a commencé par là, avec évidemment l'élection de François Mitterrand, qui a dit, oui, voilà, la relance, tout va bien se passer, etc. Jacques Attali, qui aujourd'hui donne des leçons à tout le monde, qui était là déjà à l'époque, et justement qui a ouvert la boîte de Pandore avec François Mitterrand. Puis après, ça a continué, il n'y a pas que lui, évidemment, mais toujours est-il que, voilà, depuis, regardez bien, de 1980 à 2024, augmentation des dépenses publiques en valeur, ça veut dire augmenter de l'inflation, plus 680%. Sur la même période, le PIB en valeur, ça veut dire donc augmenter donc de l'inflation, 550%. 130 points d'écart. Voilà aujourd'hui la triste situation, ça veut dire qu'on augmente les dépenses publiques, mais la richesse qu'on crée en France n'augmente pas à l'aune de ces dépenses, même elle augmente beaucoup moins que ces dépenses. Donc voilà, on entretient le mammouth, on veut soi-disant entretenir la paix sociale, mais on le voit malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Le taux de pauvreté même est en train d'augmenter. C'est pour vous dire que toutes ces dépenses sont tout simplement mal utilisées. Alors, si on regarde par type de dépenses, c'est-à-dire par fonction, évidemment, dans la protection sociale, donc c'est, vous voyez, 41% du total, la dépense de santé 15,5%. Ça veut dire que si on fait en poids du PIB, si on prend la protection sociale plus la santé, vous voyez qu'on est à plus de 32% de notre PIB, c'est-à-dire que globalement, c'est le pays où il y a le plus de dépenses sociales et de santé. Donc tant mieux, mais quand on me dit que la France est un pays ultralibéral, non, ce n'est évidemment pas sérieux. Regardez, les services généraux également, c'est quand même quasiment 11% du total, 6,3% de notre PIB, c'est quand même 175 milliards d'euros. Quand on me dit donc les dépenses de défense, ça c'est sur les chiffres de 2023, en 2024 c'est plus, mais on n'a pas encore les chiffres définitifs, donc 51,6 milliards. Je pense qu'on pourrait un petit peu réduire les services
services généraux et puis remettre du côté justement de la défense. On verra justement ce que va nous proposer M. Lombard le 20 mars pour nous dire voilà, on va remobiliser l'épargne. Sur quoi? Comment faire? Non, moi je pense qu'il faut surtout utiliser ces dépenses publiques, réorienter justement les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement. Juste un petit rappel, voilà notre très chère dépense publique. Donc vous savez qu'il y a environ 570 000 élus en France. J'en ai mis quelques-uns, 577 députés, 348 sénateurs, 1758 conseillers régionaux, quasiment 35 000 maires, oui, mais bon, encore une fois, mais surtout 700 ODAC, vous savez, les organismes d'administration centrale, ce qu'on appelle les sortes de comités Théodule, 700. Ça, c'est incroyable, ça représente plus de 150 milliards d'euros par an. Là aussi, on peut faire des économies, encore une fois. Pourquoi vouloir puiser dans notre épargne? Non, certainement pas. Nous avons également 5,8 millions d'agents de la fonction publique, très bien. 1 million d'agents supplémentaires depuis 1997, ça veut dire une augmentation de 22%, soit contre plus 17% pour l'emploi dans le privé. Vous voyez, l'emploi public a plus augmenté que dans le privé, et sur la même période, la population totale a augmenté de 13,5%. Vous vous rendez compte? Là, on se rend bien compte qu'il y a du grain à moudre. On peut réduire justement ces dépenses, mais non, on lui dit il faut que les Français se serrent la ceinture. Non, ce n'est pas aux Français à se serrer la ceinture, c'est à nos dirigeants, c'est à la puissance publique. Alors le pire, c'est que malgré tout cela, comme vous le savez, les services publics sont de plus en plus déplorables. Donc ça veut bien dire que, bien sûr qu'il faut certainement réallouer peut-être dans les hôpitaux ou ailleurs, mais on a bien ce problème aujourd'hui où certaines dépenses sont mal orientées. Elles nous coûtent très cher, mais elles ne ramènent pas d'activité, de bien-être social, encore moins bien entendu, et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Donc, la solution de bon sens, elle est très claire. Elle passe par une réduction des dépenses publiques, notamment de fonctionnement, on vient de le voir, et après on pourra, si on veut, augmenter les dépenses de défense, mais c'est clair que si on doit augmenter les impôts, ce serait une erreur dramatique. Si on veut également réorienter l'épargne, là aussi, on en parlé la semaine dernière, ça sera aussi une erreur, et puis surtout, sur quel type de produit? Parce qu'on dit, oui, vous inquiétez pas, on va créer des produits ad hoc. Ah ben super, mais lesquels? Parce que, alors soit on propose un rendement garanti, et donc ça sera au moins, le taux de marché, ça veut dire au moins 4%, sauf que là, à ce moment-là, ça va coûter très cher, évidemment encore plus cher à l'État, et donc au contribuable, à la fin c'est lui qui paye, comme vous le savez, ou alors on va dire, non mais vous allez investir là, mais on ne vous dit pas combien ça va rapporter. Bon, pourquoi pas, mais est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'État, justement, en termes d'efficacité économique? Ce n'est pas tellement sûr. Moi, je me souviens, j'étais très jeune à l'époque, dans les années 80, effectivement, il y avait donc l'introduction en bourse d'Eurotunnel. On dit, oui, c'est l'avenir, un peu comme aujourd'hui. Voilà, on vous est culpabilisé. Bon, c'est vrai que c'est un chantier magnifique. Hein, on aime tous prendre l'Eurostar, etc. Sauf qu'à l'époque, on se ruait, évidemment, sur les actions Eurotunnel. Même les banques distribuaient par parcimonie, en disant, ouais, toi, tu es un bon client, alors oui, pas toi, etc. Bref, toujours est-il que entre 87 et 95, le cours de l'action a perdu 90%. Donc moi je veux bien qu'on investisse dans la défense, mais c'est pour faire quoi? C'est pour payer quoi? Des avions d'assaut? On voit que Dassault nous dit aujourd'hui qu'il aura de plus en plus de mal à produire en France. Alors ça veut dire qu'on va produire à l'étranger, qu'on va acheter des munitions à l'étranger, tout ça avec l'argent des Français? Non, ce n'est pas sérieux encore une fois, c'est extrêmement dangereux. Et c'est ça la clé, puisque si cette dépense publique générait de la croissance, on pourrait dire là aussi, je le dis souvent, au diable l'avarice, mais ce n'est pas le cas. Regardez bien cette évolution dramatique, ce comparatif entre l'évolution de la dette publique française et le PIB français. Voilà, la dette c'est la courbe rouge, le PIB français en valeur augmentée de l'inflation c'est la courbe bleue. C'est très simple, hein, depuis le début 2020, dette publique plus 915,1 milliards d'euros, ça s'arrête au troisième trimestre 2024. Bientôt, on parlera du quatrième quand on aura les chiffres. Mais sur la même période, le PIB en valeur, donc augmenté de l'inflation, a augmenté de 469,3 milliards d'euros. Il manque 445,8 milliards d'euros. Comme dirait l'autre, où est l'argent? Où est passé l'argent? Voilà, en tout cas, c'est du gaspillage et on ne veut pas continuer justement ce gaspillage. Donc voilà pourquoi ça ne servirait à rien de vouloir mobiliser l'épargne. Il faut réallouer les dépenses. C'est ça la clé. Espérons qu'on le fera. J'y crois pas trop, mais on doit quand même le dire ici même et vous devez effectivement diffuser cette information parce que dans le même temps, vous voyez, plus on augmentait la dette, plus la place de la France dans le monde est en train de se détériorer. Vous voyez, dans les années 80, 90 même, c'était quasiment le même classement, la France était 11e, donc en termes de PIB par habitant, 11e du monde, donc en termes de richesse par habitant. C'est pas mal, hein, on était même devant les Américains, vous vous rendez compte, pour vous dire. Aujourd'hui, les États-Unis sont passés à la 7e place, sauf que nous, regardez bien, on est à la 25e place. Voilà le déclassement de la France. On le voit à chiffre du FMI harmonisé, c'est très clair malheureusement.
la France s'est déclassée parce qu'elle a mal utilisé ses données publiques, donc les impôts des Français. Elle a fait cette fuite en avant qui nous coûte aujourd'hui extrêmement cher et c'est ça qui, bien sûr, est très dangereux. Alors, à tel point que la France ressemble de plus en plus malheureusement à la Grèce. Alors je sais qu'on me dit non mais la Grèce c'est pas la France, etc. Oui, je me souviens également qu'à l'époque on me disait beaucoup, en Grèce notamment, oui la Grèce c'est pas l'Argentine. Et on a vu comment ça s'est terminé. Au début de la crise grecque, voilà, on pensait que ça allait bien se terminer et on a vu malheureusement le drame qui en a suivi. Mais ça ressemble beaucoup à la situation de la France aujourd'hui. Dérapage incontrôlé des comptes publics, les prévisions de déficit sont complètement hasardeuses, les agences de notation ne veulent pas complètement dégrader, il y a une sorte de déni de réalité, même la Commission européenne, comme à l'époque avec la Grèce, ne veut pas dire les choses. Pareil donc sur ce comparatif Argentine-Grèce, Grèce-France, mais néanmoins, c'est vrai qu'on vous dit, attendez, la France quand même, on lève l'impôt. C'est vrai qu'à l'époque, les Grecs avaient du mal à lever l'impôt, mais attention, l'impôt, c'est pas, je dirais, infini. Et le fameux trop d'impôts tue l'impôt, rappelez-vous, justement aujourd'hui, avec ces augmentations à répétition de la pression fiscale, cette instabilité fiscale, risque d'accroître l'exode fiscal. Il y a beaucoup d'entreprises, mais également de particuliers, vont se dire, attendez, on paye trop d'impôts en France, je ne peux pas continuer de rester là, surtout que les autres pays réduisent leurs impositions. C'est ça qui est dramatique, et donc ça veut dire que même en augmentant effectivement les impôts, eh bien, on va réduire les recettes fiscales. Donc attention, si vous comptez justement sur les impôts, messieurs les dirigeants, pour réduire le déficit, non, ça ne peut plus fonctionner. Et là, on ressemble justement de plus en plus à la Grèce. Parallèlement, les actifs, évidemment, de l'État français, on me dit, oui, bah, voyez, beaucoup plus d'actifs par rapport à la Grèce. Certes, mais regardons les chiffres. Si on regarde ce qu'on appelle l'actif net, alors on va prendre d'abord la dette publique totale. On l'a vu, c'est 3 300 milliards, bientôt 3 500 milliards de dettes publiques officielles, mais si on ajoute le hors-bilan, ça veut dire des dettes de l'État mais qui ne sont pas dans les chiffres, notamment par exemple les paiements des retraites des fonctionnaires, alors là, chiffre de la Cour des comptes, on monte à 7 500 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ? 7 500 milliards d'euros de dette totale. Si on compare ça à l'actif donc de la puissance publique, chiffre de l'INSEE, on est à 4 500 milliards, vous avez compris, 7 500 milliards de dette totale moins 4 500 milliards d'actifs, ben il manque 3 000 milliards. C'est-à-dire que l'actif net de l'État français, de la puissance publique française, ce n'est pas que l'État, même si on prend les collectivités locales, etc., tout ce qui appartient de près ou de loin, je dirais, à la fonction publique, la Joconde, la Tour Eiffel et autres, ça paraît compliqué à vendre, mais admettons, eh bien, on ne rembourse pas la dette. Alors, bien sûr, on n'aura pas à le faire, mais quand même, un tel écart, 3 000 milliards d'euros d'écart entre la dette totale et l'actif de la puissance publique française. Donc là, on ressemble de plus en plus à la Grèce. Alors, c'est vrai que un petit trait d'humour, c'est vrai que j'aime bien faire un petit peu de l'humour, j'avais fait la semaine dernière donc, le coronavirus russe avec donc, la nationalité russe, comme vous l'avez bien compris, ça vous a plu, merci de l'avoir souligné, mais en 2010 j'avais fait une blague à peu près similaire, j'avais dit en fait en Grèce c'est normal que ça dérape puisque l'anagramme de Papandréou, vous voyez, ça faisait n'a pas d'euro. Voilà, donc on aurait dû le savoir à l'avance. Bon. Alors là, aujourd'hui en France, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelques mois, quand on avait Michel Barnier, je vous ai dit attention, c'est enchérirez BLM, Bruno Le Maire. C'est-à-dire il va faire pire que Bruno Le Maire. Alors effectivement, c'est ce qu'il avait prévu de faire. Bon, finalement, on ne l'a pas laissé faire, mais c'est bien ce qui s'est passé. Alors maintenant, on a deux autres, M. Bayrou et M. Lombard. Donc François Bayrou, ça c'est pas de moi, j'ai trouvé sur internet pour tout vous dire, donc farcir son boyau, ça veut dire évidemment quand on amène les oies à l'abattage, pour le foie gras notamment, ben voilà, donc c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver à beaucoup de Français malheureusement. Alors là, Éric Lombard, ça c'est, j'ai trouvé tout seul, figurez-vous, incroyable, voilà, docteur cambriole. Voilà, donc on est prévenu, notre épargne évidemment est en danger. Bon, évidemment, ne m'en veuillez pas, messieurs Lombard et Bayrou, il faut un petit peu d'humour, on s'amuse comme on peut quand on est économiste, et c'est important justement de se rendre compte qu'on n'est pas forcément aussi bien que les Grecs. Alors, malheureusement, on n'est même pas mieux que les Grecs, comme certains voudraient le dire, sachant que la situation grecque à l'époque a été catastrophique. Regardez bien, le PIB grec s'est complètement effondré. 28% de baisse du PIB. Quand en France, il y a 0,5% de baisse du PIB, tout le monde panique. Là, 28%. Vous voyez, c'est ça une déflation, c'est ça une vraie crise. Après, on a eu 15,5% de baisse pendant le Corona, mais après, ça a redémarré. Vous voyez, plus 30,8%. Tant mieux, les Grecs ont fait des efforts. Ils ont justement amélioré le fonctionnement de leur économie, notamment de leur puissance publique. Mais malgré cela, aujourd'hui, le niveau du PIB grec, au quatrième trimestre 2024, est encore, regardez bien, 15% inférieur au niveau de 2008. C'est ça que nous voulons pour nos enfants. Mais là, on en prend droit le chemin.
Donc il faut arrêter, il faut changer de logiciel, il faut arrêter ce dérapage des comptes publics. Et rappelez-vous aussi à l'époque de la crise grecque, quand justement tout le monde a commencé à paniquer, les agences de notation ont fait leur boulot évidemment en retard, comme pour la France, ou comme pour la crise des subprimes. Rappelez-vous que les dettes subprimes étaient notées AAA quelques mois, mais quelques semaines avant que ça n'explose. Bon. Donc une fois que les agences de notation et les marchés ont pris conscience de la réalité, le taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce est monté à quasiment 38%. Alors maintenant, bien sûr, il s'est réduit, mais néanmoins, on se rend bien compte de ce qui peut nous arriver. Même si nous ne sommes pas la Grèce, on ne montera pas à 38%, mais une tension sur les taux d'intérêt, ça peut aller très très vite. Et d'ailleurs, regardez bien l'écart de taux d'intérêt entre la France et la Grèce. Évidemment, à l'époque, la France rassurait, donc on avait un écart, je dirais, largement à l'avantage de la France. Le taux d'intérêt français était largement inférieur à ceux de la Grèce. Mais là, depuis le début de l'année, alors même pendant quelques semaines, le taux d'intérêt à 10 ans grec est passé au-dessus du taux d'intérêt à 10 ans français. Là, on est quasiment au même niveau à 10 points de base près. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, justement, les investisseurs se disent la France ressemble de plus en plus à la Grèce, même si on ne veut pas l'avouer. Alors, dernier point, évidemment, on dit mais on n'a qu'à vendre le store d'or de la Banque de France. Pourquoi pas ? C'est interdit de le faire, mais admettons qu'on y arrive. Donc 2436 tonnes d'or, ça veut dire au taux actuel environ 217 milliards d'euros. C'est pas mal, sauf que c'est à peine une année de déficit public de la France. Donc ce ne sera évidemment pas la solution. Alors justement, quelles seront les solutions pour sauver la France? C'est ce que j'appelle donc ma thérapie de choc bienveillante. Ça fait longtemps que justement j'essaye de la mettre en musique. Alors on ne veut pas malheureusement la mettre en pratique, mais en tout cas c'est selon moi le seul moyen. Et plus on tarde à le faire, plus ça va être compliqué évidemment, ça sera douloureux. Donc pourquoi bienveillant? Parce que justement, ça sert à rien de faire de la rigueur pour la rigueur. Il faut être bienveillant, notamment en baissant les impôts. Pour tous, les entreprises, les ménages, tout à l'heure on verra une simulation chiffrée, réduire dans le même temps les dépenses publiques, notamment de fonctionnement, on l'a vu, lutter évidemment contre les fraudes fiscales et sociales, ça aussi c'est important, réduire le coût du travail, donc ce qui permettra d'augmenter les salaires nets, avoir un marché du travail plus moderne, avec moins de réglementation, un code du travail moins compliqué, arrêter le caractère obligatoire des 35 heures, beaucoup l'ont déjà fait, mais là aussi, simplifier la situation, innover massivement et développer les formations adéquates. Là aussi, on sait qu'on a des pénuries de main-d'œuvre. Quand on veut réindustrialiser, c'est bien beau, encore faut-il avoir la main-d'œuvre en face et la formation avec. Faciliter le financement de l'économie en créant de nouveaux acteurs pour financer donc l'investissement, notamment ce qu'on appelle des fonds de retraite, des fonds de pension, qui vont justement pouvoir financer la retraite, aider la retraite par répartition, tout en investissement sur le long terme. Parce que comme ils auront l'argent bloqué 30 à 40 ans, ils pourront prendre des risques et investir sur le long terme. N'oublions pas que si on prend le cas américain, les GAFAM ont tout été à la base financés par des fonds de pension. Donc ce n'est pas un gros mot, au contraire, ça peut permettre de financer donc, l'économie et bien sûr développer la culture économique des Français. C'est ce qu'on fait ensemble depuis déjà quelques années, depuis 5 ans, parce qu'on a j'ai créé cette chaîne justement il y a 5 ans, quasiment à quelques semaines près pendant le coronavirus justement. Et donc il faut développer cette culture économique pour qu'on puisse justement prendre les bonnes mesures. Donc diffusez autour de vous, pour les abonnés premium qui ont les slides, n'hésitez pas, il faut diffuser cette information économique pour que justement les Français aient les moyens de comprendre et que nos dirigeants arrêtent de justement nous prendre pour des moutons et de prendre des décisions complètement irrationnelles, tout simplement, qui sont extrêmement dangereuses. Alors, d'un point de vue du chiffrage, très rapidement, baisser les impôts. Je propose moins 25 milliards d'euros sur la CSG. Je rappelle que la CSG à la base c'était 1%, maintenant on est à 9,2% et plus de 17% sur l'épargne. Donc voilà le drame. Moins 25 milliards d'euros pour les entreprises sur l'impôt justement sur la production. Et alors ce qui est intéressant, c'est que malgré cette baisse d'impôt de 50 milliards d'euros, donc le caractère bienveillant, ça va relancer la croissance, je vais quand même réduire mon déficit public de 80 milliards. Comment? Oui, parce que ça va évidemment permettre de relancer la croissance, donc ça va générer un peu plus de recettes fiscales. On va également supprimer certaines niches fiscales dont on n'aura plus besoin, puisqu'il y aura moins d'imposition. Donc là, ça veut dire que de 50 milliards, le coût n'est plus que de 20 milliards. Si on réduit les dépenses, notamment de fonctionnement, on gagne 50 milliards d'euros. On lutte contre les fraudes fiscales et sociales, ce qui nous permet de gagner 30 et 20 milliards d'euros. J'ai pris la fourchette basse, et ce qui veut dire, au total, vous voyez, malgré la baisse d'impôt de 50 milliards, mon déficit public se réduit de 80 milliards d'euros. Donc c'est possible. Il suffit d'avoir la volonté, d'avoir le courage également, mais surtout la volonté, parce que c'est ça le gros problème aujourd'hui. Il n'y a ni l'un ni l'autre, donc évidemment, c'est facile à trouver. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il nous faut faire. Ça sera donc justement, c'était la question donc, de la semaine. On peut encore sauver l'économie française, justement, mais plus on perd de temps, plus ça va être compliqué de mettre ça en place. En tout cas, la solution existe.
Je ne sais pas, pour l'instant, je ne vois pas qui pourrait le faire, parce qu'il n'y a pas de volonté de le faire, mais en tout cas, la solution existe, et j'espère qu'un jour, on pourra la mettre en place tous ensemble pour sauver justement l'économie française. Alors, dernier point, quelle est la bonne nouvelle de la semaine? En fait, elle est liée à cela, parce que j'ai beaucoup de conférences en France notamment et en Europe pour voir les entreprises ces dernières semaines, et je suis toujours justement assez enthousiaste de voir que malgré tout cela, les entreprises continuent d'investir, d'embaucher. C'est ça qui est formidable. C'est elles qui sauvent la France. Pourtant, on a des faillites d'entreprises qui atteignent des sommets historiques, ce qui veut bien dire que celles qui restent, elles raflent la mise. Alors comment peut-on faire des entreprises justement qui restent, qui raflent la mise? Eh bien, en développant des stratégies anti-crise. Il y en a plusieurs, j'en mets 4 en avant. D'abord, les stratégies de niche sur des produits, des services qu'on est les seuls à faire et pour lesquels on a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, deuxième stratégie, il faut le faire savoir. On doit communiquer effectivement sur nos niches. D'où la deuxième stratégie de communication. On n'ose pas trop, en France souvent on dit non, on ne veut pas faire savoir. Non, au contraire, il faut communiquer, ça va nous permettre de capter des clients. Troisième stratégie, j'en ai parlé, bien sûr, l'innovation. Il faut innover en permanence, pas que dans la high-tech, mais on peut innover partout. Je faisais des conférences pour les boulangers dernièrement, et justement, on peut innover également dans la boulangerie, dans tous les secteurs effectivement économiques, avec bien sûr des efforts de formation, parce que si on innove et qu'il n'y a personne pour mettre en place l'innovation, là aussi c'est compliqué. Et faites cette innovation avec vos clients pour savoir ce qu'ils veulent. Donc ça peut être la meilleure gestion donc, des stocks, des clients, le site internet, donc ce qui va permettre justement de créer une nouvelle demande, de créer justement de nouveaux marchés, de capter de nouveaux clients. Quatrième stratégie, évidemment, le développement à l'international. On a encore 3% de croissance au niveau mondial, donc bien plus qu'en France, ce qui veut dire que nos entreprises peuvent capter une partie de cette croissance mondiale. Je le dis souvent, mais j'ai conseillé pas mal de PME dans ma vie, souvent des petites PME parfois, pour qui la France était leur principal marché. Elles ont osé regarder ailleurs, voire faire des salons internationaux. Elles ont capté des marchés, donc notamment en Asie ou ailleurs. Et puis maintenant, la France, c'est un micro-marché pour elles. Donc c'est possible, ne faites pas de complexe d'infériorité. Les produits français ont encore une très bonne image. J'espère que ça va durer, mais pour l'instant, il faut en profiter, ce qui permettra justement d'avoir cette dynamique de croissance pour nos entreprises. Et donc, dernier point, tout ça doit être, je dirais, enrobé avec un service à la clientèle, d'exception si on peut, mais au moins un bon service à la clientèle. Il n'y a plus de service aujourd'hui, ça devient une catastrophe. Je ne sais pas si c'est dans la culture ou le manque de culture économique ou si c'est ce qu'on apprend à l'école, j'en sais rien, mais en tout cas, toujours est-il qu'il faut restaurer ce service et là, vous allez garder vos clients et capter de nouveaux clients. Croyez-moi, c'est inévitable. Et donc ça, c'est absolument indispensable pour générer plus de croissance. Je termine également, c'est lié pour les particuliers. Vous allez me dire, moi je ne suis pas chef d'entreprise, donc comment je fais? Bien, pour les particuliers, ce n'est pas compliqué. Il faut là aussi développer des stratégies anti-crise, donc développer ces formations en permanence, justement, apprendre également une langue étrangère, celle que vous souhaitez, si vous souhaitez vous déplacer à l'étranger. Alors justement, pour les plus jeunes et d'autres également, pourquoi ne pas aller voir s'il y a plus de dynamique à l'étranger? Et c'est tout à fait possible. Le problème, c'est qu'après, beaucoup de jeunes ont du mal à revenir ici. Bon, c'est la vie. Et toujours est-il qu'on a un bon savoir-faire, on a, je dirais, des jeunes notamment qui sont dynamiques, mais il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe au niveau mondial. On a la chance de vivre dans un monde ouvert. Pour l'instant, il faut effectivement en profiter. Troisième stratégie, là aussi, il faut développer une activité originale, voilà, si on ne veut pas bouger, également en France, des services originaux, pourquoi pas, là aussi, et être indépendant, finalement, créer sa propre entreprise, ce qui permettra justement d'éviter les affres du chômage. Alors pour les autres, évidemment, vu que le chômage va fortement augmenter demain, je vous conseillerais d'éviter de démissionner, sauf si vous avez une proposition formidable, parce que évidemment, comme on dit, les dernières entrées, les premières sorties, en cas de coup dur, eh bien le chômage va augmenter, ça concernera les derniers arrivés, donc ce n'est pas forcément le moment de démissionner. Et bien sûr, là aussi, comme pour les entreprises, le sérieux et le respect. Ça aussi, c'est quelque chose qui se perd, le respect. Et c'est vraiment ce que je fais pour vous, j'essaie de vous respecter au maximum. Pour tout vous dire, j'ai une semaine un petit peu compliquée, donc j'ai mis beaucoup de mal à faire cette vidéo. Je ne rentre pas dans le détail, j'ai réussi quand même à la faire. Et puis si vous permettez, j'aimerais également la dédier, puisque je viens de perdre un ami, Philippe, donc, qui nous a quittés hier d'une crise cardiaque foudroyante. Voilà, donc je lui dédie évidemment cette vidéo. Et donc merci encore pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, c'est formidable. On est à plus de 220 000 abonnés maintenant. Continuez à faire connaître cette chaîne, à vous abonner premium également. Je vous enverrai à ce moment les slides évidemment par mail sur le nouveau site, donc marctoati.com. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter. Là aussi, c'est différent de ce qui se passe sur cette chaîne évidemment, mais globalement, tout ça pour vous aider à mieux comprendre ce qui est en train de nous arriver, pour pouvoir justement sortir par le haut de ces crises.
Merci également pour vos messages, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc continuez et merci pour tout. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on oublie que la vie est un cadeau finalement, donc il faut en profiter. Carpe diem, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, quoi qu'il en coûte, mais il ne faut surtout pas se laisser avoir par nos dirigeants. Regardons la réalité en face et sachons comment nous allons nous sortir évidemment de cette crise. Si les dirigeants ne le font pas, bien nous allons le faire individuellement et donc finalement collectivement. C'est tout ce que je nous souhaite pour les années à venir. Merci encore, portez-vous bien et à très bientôt.